Salut à tous, nous sommes repartis pour une présentation de mode pour Warhammer Total War 3. Celui-ci ajoute ni plus ni moins 8 factions dans une race supplémentaire entière qui sont les Royaumes du Sud jouables sur Immortal Empire avec des mécaniques de jeu, des héros, un roster propre à cette race et donc 8 seigneurs légendaires. Il y a énormément de contenu dans ce mode et il ne s'agit ici que d'une présentation rapide de ce qu'il propose réellement. Les Royaumes du Sud font clairement partie des nombreuses possibilités que Creative Assembly pourrait ajouter comme contenu et encore une fois, grâce à ce mode, nous avons donc la possibilité de commencer par découvrir un peu plus de futurs seigneurs légendaires comme Valmir Gosser des Principautés Frontalières. Il n'est à la base qu'un prince mercenaire, il s'est distingué parmi les Bretoniens et les nains en se battant en Arabie, d'où il est rentré chez lui avec de nouvelles cicatrices, des compétences acquises, des amitiés utiles et son Pégase. Les Principautés Frontalières sont une faction mineure des Royaumes du Sud. Elle est donc dirigée par Valmir et se trouve à proximité des nains de Karazakarak et au sud de l'Empire. Valmir Gosser est un souverain prometteur qui pourrait enfin unir les terres en paix. Passons maintenant à Lupio Suncrier ou scrutateur ou contemplateur du soleil. Il est prince de Magritta et il croit en l'or et en lui-même. C'est le fils d'un inquisiteur tué au combat contre les peaux vertes. Ses victoires nombreuses et l'expulsion des menaces grandissantes des peaux vertes ont cimenté Lupio en tant que héros bien-aimé d'Astarios et ont rendu le jeune Suncrier fabuleusement riche. Les soldats et les mercenaires de Magritta et ses terres environnantes ont continué à affluer sous sa bannière. Gonflant l'armée de Lupio, la faisant devenir la plus grande du pays, il renversa le dirigeant d'Astarios et prit le pouvoir. Se faisant appeler par la suite l'empereur Lupio Suncrier, connu en Estalie comme l'aigle du soleil et le patron de Myrmidia, il est le fondateur et le premier souverain de l'empire d'Estalie. Tyran despotique mais aimé de son peuple, l'ambition de Suncrier a forgé un empire et uni une grande partie de l'Estalie malgré son jeune âge. Le prochain seigneur n'est autre que Borgio, prince de Miragliano, surnommé Casse-Muraille à cause de sa grande expertise des sièges. On dit qu'aucune cité, même Miragliano, avec ses fameux remparts, ne pouvait lui résister. Il est certain que Borgio était un maître tacticien et qu'il remporta la plupart de ses batailles. En plusieurs grandes victoires, il fit de Miragliano la principauté la plus puissante de Tillé. Par la suite, ses ennemis évitèrent les batailles rangées pour s'abriter derrière les murs de leur cité et succomber malgré tout aux techniques de siège de Borgio. Il était également un politicien adroit, bien que plutôt tyrannique. Ses opposants et ses rivaux ne faisaient pas long feu. Autour de Lucrezia Belladonna, qui est la plus belle femme de Tillé, et certains diront même de tout le vieux monde. Mais elle est aussi la plus dangereuse à fréquenter. C'est une célèbre sorcière pour qui les poisons n'ont aucun secret et de nombreux assassins sont à son service. Le premier mari de Lucrezia, Luigi, prince de Pavona, fut assassiné par les hommes de main d'un prince marchand rival. Lucrezia, alors jeune femme, était déterminée à conserver le trône de Pavona à tout prix. De nombreux généraux mercenaires qui commandaient les armées chargées de la défense de sa cité devinrent ses maris et par conséquent des princes de Pavona. Tous moururent de façon mystérieuse, souvent lorsque leur talent politique et stratégique laissait à désirer. Leonardo Catrazza, quant à lui, est un érudit considéré par beaucoup comme un homologue de Borgio dans beaucoup de choses qui rendent un prince de Tillé rayonnant. Là où Borgio est impitoyable et agressif, Catrazza préfère les initiatives moins sanglantes. Cependant, peu oublient que Leonardo est un duelliste accompli dont l'esprit est aussi rapide et mortel que ses lames quand le besoin s'en fait sentir. Et un commandant avec la confiance de ses hommes à la fois dans ses compétences militaires et en son argent. Malgré tous ses discours doux et son comportement sans prétention, Catrazza peut agir d'une main de fer. Grâce à son argent et ses compétences considérables pour la diplomatie, Catrazza a obtenu la grande ambassade de Shangyang, juste à temps pour voir l'empire de Grand Cathay être compromis par ses nombreuses menaces externes et internes. Puis Marco Colombo est surtout connu comme l'explorateur qui a découvert la Lustrie, bien que les Nordiques y soient parvenus des années auparavant. Marco fut toutefois le premier à établir des relations amicales avec les hommes lézards, ce qui n'était pas une mince affaire. Avant de voguer vers la Lustrie, Marco avait
visité l'Arabie en tant que marchand et prit part à de nombreux combats navals le long des côtes arabes et dans la forteresse pirate de Sartosa. Marco était donc déjà expérimenté et connu comme général mercenaire avant que sa découverte ne le rende célèbre. Passons maintenant à El Cadavo, qui est un noble de Tillet disgracié devenu aventurier, capitaine mercenaire et seigneur pirate qui a mené plusieurs expéditions dans les jungles de Lustrie et des terres du sud. Il fonda la colonie du Nouveau Monde de Gadavo et l'a reconstruit plusieurs fois jusqu'à sa 3e tentative. Et enfin, pour terminer, voici Gashnak. On connaît plus d'un vampire Strigoi à la tête de son petit royaume dans les principautés frontalières, mais le plus célèbre de tous est Gashnak. Fils de Vorag, Gashnak est bien décidé à ne pas connaître les mêmes erreurs que son père. Il s'est lentement élevé vers son actuelle notoriété et il a emprunté au Lamian le talent de la manipulation subtile, résistant au désir si commun chez les membres de sa lignée d'être vénéré comme un dieu. Il a préféré se donner un nouveau rôle, celui de héros romantique. Il a engagé des bardes et des conteurs pour répandre la rumeur qu'il est victime d'une terrible malédiction qui lui donne un aspect bestial et sauvage, mais qu'il était autrefois un homme d'une grande beauté. Il se fait appeler le Prince Noir, apparaît la nuit sur les remparts de sa forteresse et ne rencontre jamais personne à part ses conseillers les plus proches afin d'alimenter le mythe qui l'entoure. Gashnak déchaîne toute sa violence contre les ennemis de son minuscule royaume et ce sont les seules occasions où il apparaît en public dissimulant sa silhouette hideuse sous un lourd et long manteau lorsqu'il se précipite à la défense de ses frontières ou sort pour rendre la justice. Lorsqu'une bande d'ogres descendus des montagnes noires a commencé à s'attaquer au village qui se trouvait sous sa protection, Gashnak s'est immédiatement rendu dans les montagnes seul. Il en est revenu la nuit suivante, portant une douzaine de têtes embrochées sur une pique qu'il a plantée au milieu de la place de l'un des villages afin que son peuple sache qu'il était de nouveau en sûreté. La sécurité qui règne dans son petit royaume, joint aux fables romantiques qui courent sur son dirigeant, entraîne une augmentation de sa population au cours des dernières années écoulées. Si les choses continuent ainsi, le Prince Noir pourrait fort bien réussir là où son père a échoué et rendre le pouvoir aux Striges, sur une terre bien plus proche de l'Empire. Vous aurez remarqué que tous les personnages ont fait l'objet d'un travail de personnalisation, des effets de faction aux arbres de compétences en passant par des armes légendaires personnalisées déverrouillables selon le niveau du seigneur. Mais arrêtons-nous plutôt sur la mécanique de faction, la plutocratie. Comme vous allez le voir, cette mécanique est inspirée de celle des rois des tombes ou des nains. Elle est très riche et va nous permettre bon nombre de choix durant notre campagne. Très tôt par exemple, nous pourrons débloquer et recruter des mages moyennant finance. Plus tard dans la partie, en ayant en notre possession des bâtiments, nous pourrons avoir des héros duellistes ou encore des seigneurs de Myrmidia par exemple. Mais cela ne s'arrête pas là. Nous aurons aussi accès à des unités d'élite. En ajoutant des marchandises au passage, n'hésitez pas à essayer de la bière naine, vous aurez rapidement un canon orgue. Une fois débloquée, l'unité est recrutable dans l'onglet des unités de renom. Si vous la perdez, elle reviendra dans cette réserve. Nous pourrons aussi faire preuve de stratégie en accédant à de nombreux dilemmes diplomatiques. Bien entendu, vos décisions auront des répercussions si par exemple vous faites preuve de diplomatie avec l'Empire, vous aurez donc des malus avec les hommes bêtes. Et pour finir, grâce à cette mécanique, nous aurons accès à bon nombre d'armes et d'équipements divers pour renforcer nos armées. L'arbre technologique est aussi unique et il nous permettra, comme souvent, d'améliorer notre économie, nos unités et notre diplomatie. Mais le plus intéressant, c'est que nous allons en avoir besoin pour débloquer des unités incroyables de ce mode, comme les Tortoise Tank. Commençons donc la découverte de quelques unités qui vont composer le roster de ce mode, par cette unité que l'on croirait tout droit sortie de la tête de Léonard de Vinci. Il s'agit d'une machine de guerre donc tirant des projectiles de 290 de portée en se déplaçant et pouvant faire plus de 1000 dégâts per armure. Indémoralisable, il sera anti-infanterie en mêlée et bien qu'ayant une bonne armure, sa faible défense en mêlée pourrait être son point faible. Passons aux hommes volants de Katraza, nous rappelant eux aussi certains dessins de Léonard de Vinci, ils peuvent lancer des projectiles et disparaître grâce à leur habilité. Les épéistes, unité d'infanterie d'épée à deux mains spécialiste anti-infanterie et perce armure, ou encore les Blackwatch, unité spécialiste anti-large très résistante, immunisée à la psychologie et ayant une habilité leur permettant de faire encore plus de dégâts au combat.
Et pour terminer cette brève présentation, voici les Volans Venator, ou chasseurs de Volande, qui sont une célèbre bande de mercenaires des Dog of War, les chiens de guerre, dont la réputation en tant que meilleure cavalerie de toute l'Attilée dépasse celle des chevaliers vétérans de l'Empire, ou même de la Bretagne elle-même. Il vous reste donc énormément de choses à découvrir par vous-même, alors si vous souhaitez essayer ce mode, il s'agit de Kataf Southern Realms. Il vous faudra aussi Mixus Endlocker pour y jouer. Tous les liens sont en description de la vidéo, alors à très bientôt et bonne bataille à vous!